Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues tranquilles de Spring Hill, une petite ville du Missouri entourée de champs dorés et de porches en bois, Grace Carter marchait chaque matin en direction du lycée, son sac en bandoulière et un vieux carnet serré contre sa poitrine. À 17 ans, elle avait ce genre de beauté silencieuse qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qui s'impose par la force tranquille de son regard. Les gens du quartier la connaissaient. Ils voyaient souvent cette jeune fille assise sous l'orme du vieux parc municipal, un livre ouvert sur ses genoux, ou alors dans le petit café de Madame Louise, où elle commandait toujours un chocolat chaud à la cannelle avec une pile de recueils de poésie à ses côtés. Les commerçants la saluaient avec affection, mais il y avait aussi ceux qui détournaient les yeux, figés dans des habitudes de regard sélectifs, n'ayant jamais vraiment su comment accueillir quelqu'un comme Grace, fille d'un passé qu'on préfère taire dans certaines familles de cette ville à façade tranquille. Elle vivait avec sa grand-mère Mabel, dans une maison modeste mais chaleureuse, où les murs étaient recouverts de photographies anciennes et de proverbes brodés. La dignité ne fait pas de bruit, mais elle laisse des traces. Mabel Carter, autrefois institutrice dans l'unique école pour enfants noirs de la ville avant l'intégration scolaire, avait élevé Grace seule, après le départ brutal du père de l'enfant et la disparition prématurée de sa mère dans un accident de voiture. Malgré l'arthrite qui la ralentissait et les nuits où sa mémoire flanchait, Mabel restait d'une lucidité impressionnante quand il s'agissait d'éduquer sa petite fille. Chaque soir, elle lisait avec elle des passages de Maya Angelou, de James Baldwin, ou de Toni Morrison, puis l'écoutait déclamer ses propres poèmes. Les mots sont ton armure, ma chérie. Utilise-les. À l'école secondaire Jefferson, les murs sentaient l'histoire ancienne. Des plaques dorées portaient les noms de familles notables de la ville, des juges, des hommes politiques, des anciens élèves devenus sénateurs ou propriétaires de banques locales. Les élèves issus de milieux modestes étaient tolérés, mais jamais vraiment attendus. Et pour une fille noire venue d'un quartier sans prétention, l'étiquette était discrètement déjà posée, invisible ou docile, mais surtout pas brillante. Mais Grace Carter, bien que discrète, ne correspondait pas à cette attente. Son esprit était vif, sa curiosité insatiable. Elle posait des questions qui dérangeaient parfois les professeurs, pas par insolence, mais par soif de comprendre les zones d'ombre de l'histoire. Elle passait la plupart de ses pauses à la bibliothèque, au fond d'une salle tapissée de bois sombre, sous le regard austère des portraits d'anciens proviseurs blancs. Elle s'y installait toujours à la même place, près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer les feuilles tournoyées dans la cour, un vieux carnet à la main. Elle y écrivait des vers sur ce qu'elle vivait, sur ce qu'elle observait, l'hypocrisie sous les sourires, la solitude d'une salle de classe où les voix noires étaient absentes des manuels, la beauté des silences porteurs de vérité. Elle avait appelé ce carnet « Mon pays intérieur ». Les autres élèves la regardaient avec un mélange de curiosité, de distance et parfois de mépris. Elle ne portait pas les dernières baskets à la mode, elle n'avait pas de téléphone dernier cri, et ses cheveux étaient souvent coiffés simplement, avec les soins que Mabel lui enseignait depuis l'enfance. Ce que tu portes sur ta tête est une couronne. Ne laisse personne te la faire oublier. Mais cette année-là, tout changea. Un jour d'automne, alors que les feuilles rousses dansaient dans les couloirs du lycée Jefferson, Monsieur Donald Pierce, le professeur d'histoire de dernière année, annonça un projet important. Vous devrez chacun faire une présentation orale sur l'identité américaine. Libre à vous de choisir l'angle qui vous inspire. Mais je veux du concret. Des faits. Pas des discours idéalistes ou trop personnels. Un murmure parcourut la salle. Certains élèves grognèrent. D'autres hochèrent la tête, déjà sûrs de parler des pères fondateurs ou de la Constitution. Mais Grace Carter, elle, sentit quelque chose bouger en elle. Cette phrase, l'identité américaine, résonna comme un défi. Car pour elle, cette identité n'était pas seulement faite de déclarations célèbres et de drapeaux flottants au vent. Elle pensait à Harriet Jacobs, qui avait écrit ses mémoires dans une cachette sombre. À Claudette Colvin, adolescente oubliée, arrêtée avant Rosa Parks. À tous ceux dont les noms n'étaient jamais inscrits dans les manuels. Alors, pendant plusieurs jours, elle travailla avec une intensité rare. Elle composa un projet ambitieux, une fresque de mots et de mémoires. Elle choisit des extraits de lettres d'esclaves, des discours oubliés,
y intégra ses propres poèmes en écho à ses voix disparues. Elle peignit aussi, sur un grand panneau noir, une silhouette de femme debout, dressée au milieu d'un champ brûlé, portant des livres dans les bras. La veille de sa présentation, elle dormit à peine. Non par peur, mais par l'excitation de dire enfin ce qui brûlait en elle depuis si longtemps. Le lendemain, la classe était pleine. Les rideaux tirés laissaient passer un filet de lumière dorée. Monsieur Pierce était assis, jambes croisées, lunettes au bout du nez, l'air neutre. Les élèves attendaient. Grace s'avança, le cœur battant, le panneau dans les bras, ses feuilles tremblantes entre les doigts. Elle respira profondément. Et elle parla. Sa voix, d'abord timide, gagna peu à peu en assurance. Elle cita des phrases de Frédéric Douglass, puis des extraits déchirants de lettres de femmes vendues loin de leurs enfants. Elle récita ensuite un poème qu'elle avait écrit. Je suis née de cendres que personne ne regarde. D'un nom effacé sur la pierre d'une plantation. Mais je marche encore, dans cette terre partagée. Américaine, sans permission. Dans le silence, on entendait presque les battements de son cœur. Mais à peine eut-elle terminé qu'un éclat de rire rompit la tension. Chad Montgomery, assis au fond, ricana. Ce garçon blond au sourire sarcastique, fils d'un des plus gros investisseurs de la ville, lança d'un ton moqueur. On dirait qu'elle croit encore qu'on est en 1860. Sérieusement, Grace ? Quelques autres ricanèrent. D'autres détournèrent les yeux. Le moment aurait pu être réparé, sauvé, transformé, si quelqu'un s'était levé pour parler. Si le professeur avait eu le courage de dire un mot. Mais Monsieur Pierce resta immobile. Impassible. Comme si rien ne s'était passé. Puis, il lâcha, d'un ton sec. Un peu trop émotionnel. L'histoire doit rester objective. La phrase tomba comme une lame. Grace resta figée quelques secondes, la bouche entr'ouverte, le souffle suspendu. Ce n'était pas seulement l'humiliation, c'était l'invalidation de tout ce qu'elle était venue offrir. Son histoire. Son humanité. Sa vérité. Le reste de la journée fut flou. Elle s'assit au fond de la bibliothèque sans ouvrir son carnet. Elle resta là, à regarder les branches des arbres frémir à travers la vitre, se demandant pourquoi dire la vérité faisait si mal. Pourquoi certains ne voyaient dans ces mots qu'un trop plein d'émotions alors qu'elle, justement, avait dû se battre pour les dire sans colère. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle poussa doucement la porte du salon. L'odeur de lavande et de pain chaud l'accueillit comme une étreinte discrète. Sa grand-mère, assise dans son fauteuil usé, leva les yeux. Elle reconnut immédiatement le poids dans les épaules de sa petite fille, la cassure dans son silence. « Assieds-toi, mon cœur. Raconte-moi. » Grace raconta tout. La fresque. Le rire de Chad. Le silence du professeur. L'injustice, la honte, la colère rentrée. Mabel ne dit rien pendant un moment. Puis, lentement, elle posa sa main sur celle de Grace. « Ma chérie, tu viens d'allumer une lumière dans une pièce que certains préfèrent garder sombre. Mais la lumière, même petite, dérange ceux qui dorment dans l'ignorance. » Elle serra sa main un peu plus fort. « Ne laisse pas leur aveuglement éteindre ta voix. Le monde ne change pas par les gens qui se taisent. Il change quand une fille, même seule, ose se lever et dire « Voici ce que vous refusez de voir. » Et dans ce salon modeste, entre deux générations de femmes noires, un pacte silencieux se forma, Grace ne se tairait plus. Quelques jours plus tard, alors que l'automne recouvrait les trottoirs de Spring Hill de feuilles dorées et que l'air devenait plus vif, Grace rangeait ses affaires dans son casier, comme chaque matin. Elle s'attardait un peu, les mains hésitantes, comme si elle repensait encore à son exposé. Les mots du professeur Pierce tournaient en boucle dans son esprit, mêlés au rire moqueur de ses camarades. C'est alors que, dans le hall principal de l'école, les portes vitrées s'ouvrirent avec un souffle nouveau. Une femme élégante entra, sa présence tranchant nettement avec l'ambiance routinière du lycée Jefferson. Elle portait un tailleur gris perle parfaitement taillé, des lunettes fines cerclées d'or, et ses cheveux tirés en un chignon sobre. Son regard était vif, déterminé. Chaque pas résonnait doucement dans les couloirs comme si elle appartenait à un monde plus grand que celui contenu dans ses murs d'école. Elle se dirigea droit vers l'accueil, sortit une carte de visite et se présenta avec assurance.
Bonjour. Je suis Monica Ellis, directrice du National Writer Rise, un programme national pour jeunes plumes engagées. Le proviseur, M. Claiborne, un homme d'un certain âge, au regard souvent blasé, leva les yeux, surpris. Il observa cette femme au charisme indiscutable, visiblement habituée au bureau ministériel plus qu'au casier branlant d'un lycée de province. Monica poursuivit. J'ai lu un poème, publié anonymement sur un blog littéraire local. Il m'a bouleversé. J'ai contacté le bibliothécaire, qui m'a parlé d'une certaine Grace Carter. Je suis ici pour la rencontrer. Et pour l'inviter personnellement à notre symposium de Washington, qui réunit les jeunes écrivains les plus prometteurs du pays. Un silence s'installa dans le bureau. Le directeur feuilleta machinalement un dossier, comme pour gagner du temps. Il semblait hésiter. Il connaissait Grace, bien sûr. Mais il ne l'avait jamais vue comme une ambassadrice de quoi que ce soit. C'était cette élève réservée, studieuse, mais effacée. Il marmonna. Une élève discrète, oui, très discrète. Mais quelque chose dans le regard de Monica Ellis le fit se redresser légèrement. Il comprit rapidement qu'il n'était pas en présence d'une simple visiteuse. Il y avait dans sa voix cette autorité tranquille qui ne demandait pas la permission. Elle était venue pour faire une offrande, pas pour demander un avis. Elle n'est peut-être pas connue ici, mais croyez-moi, au niveau national, elle pourrait bien devenir une voix importante. Une voix nécessaire. Pendant ce temps, dans le couloir, un surveillant vint discrètement chercher Grace. Elle le suivit, intriguée, jusqu'au bureau du proviseur. Lorsqu'elle poussa timidement la porte, elle vit cette femme inconnue se lever avec un sourire. Grace ? Je suis Monica Ellis. J'ai lu ce poème que vous avez publié. Celui qui parlait d'une Amérique aux vitres poussiéreuses où certaines voix connent sans réponse. Grace rougit, surprise et confuse. Elle n'avait jamais imaginé que ce texte, écrit un soir de solitude, les yeux humides, puisse aller au-delà de ce petit blog tenu par un bibliothécaire passionné de littérature engagée. Vous avez lu mon poème ? Oui. Et il m'a touché. Il m'a rappelé pourquoi j'ai commencé ce programme. Ce que vous avez écrit est brûlant de vérité, de lucidité. Je veux que vous veniez à Washington, au symposium. Vous y trouverez des jeunes comme vous. Des jeunes qui n'ont pas peur de dire ce que d'autres préfèrent taire. Grace resta sans voix. Elle regarda M. Claiborne, qui haussa légèrement les épaules, résigné. Puis elle regarda Monica, dont les yeux brillaient d'enthousiasme sincère. Mais malgré la fierté qui commençait à poindre en elle, un doute glissa dans sa gorge. Elle murmura. Moi ? Participer à un événement national ? Je suis juste une fille de Spring Hill. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Mabel en train de recoudre un vieux coussin déchiré, assise dans son fauteuil près de la fenêtre. Grace posa le courrier officiel sur la table. Elle expliqua la visite, les mots de Monica, l'invitation. Mabel posa lentement son ouvrage, leva les yeux vers elle, et, comme si elle attendait ce moment depuis toujours, dit simplement. Ta voix compte, Grace. Elle compte plus que tu ne le crois. Parce qu'elle porte ce que d'autres n'osent plus dire. Et parce qu'elle vient d'un endroit que peu comprennent. Ne doute jamais de ça. Elle se leva, les jambes raides, et s'approcha d'elle pour poser une main légère sur sa joue. Tu n'es pas juste une fille de Spring Hill. Tu es l'écho de toutes celles qui n'ont pas été entendues. C'est maintenant à toi de faire entendre ton chant. Ce soir-là, Grace ouvrit son carnet. Elle tourna la page. Et pour la première fois, elle écrivit non pas en se cachant, mais en se préparant à être vue. L'air de Washington DC, en ce matin de symposium, était chargé d'une énergie particulière. Les bâtiments de marbre blanc semblaient observer silencieusement cette nouvelle génération venue porter sa voix là où l'histoire s'écrit. Dans l'auditorium du Centre Lincoln pour la jeunesse et la démocratie, des centaines de jeunes de tous les États s'étaient réunis. Des visages venus de Chicago, El Paso, Pine Ridge, Détroit, Atlanta, Anchorage. Des voix différentes, unies par une soif de dire, de partager, d'exister. Lorsque Grace Carter fut appelée sur scène, le silence dans la salle devint presque sacré. Les spots s'allumèrent doucement sur elle,
révélant sa robe simple, ses cheveux noués en couronne tressée, et ses mains légèrement tremblantes autour de son carnet. Elle inspira, et lut le titre de son poème. Je suis l'héritière de ceux qu'on a fait taire. Sa voix, claire mais vibrante d'émotion, porta loin. Je suis née des creux, des marges, des silences. Où les noms s'effacent, où l'on survit sans défense. Je suis la mémoire d'un cri jamais transcrit. La page froissée d'un manuel trop vite écrit. Ma grand-mère m'a appris à lire dans l'ombre, à trouver la lumière dans les blessures profondes. Elle disait, les silences aussi ont une voix. Il faut du courage pour les faire entendre, parfois. Alors j'écris pour celles qu'on a rendues invisibles. Pour les rêves cassés qu'on croyait réparables. Je ne suis pas l'écho d'un système figé. Je suis l'orage doux qui apprend à parler. Un frisson traversa la salle. Certains jeunes avaient les larmes aux yeux. D'autres, en hochant la tête, reconnaissaient leurs propres histoires entre les lignes de Grèce. Elle ne récitait pas simplement un poème. Elle témoignait. Elle ouvrait une brèche. Elle portait l'histoire des invisibles dans la salle du pouvoir. Au fond de la salle, dans une rangée réservée aux invités d'honneur, le général Charles Whitmore était figé. Ancien chef d'état-major, désormais conseiller présidentiel sur les questions de jeunesse et d'unité nationale, il avait écouté des milliers de discours dans sa vie. Mais ce matin-là, quelque chose l'avait profondément remué. Lorsque la session fut terminée, il ne perdit pas une minute. Il se dirigea vers les coulisses, escorté par 2 assistants, et demanda à voir Grace Carter. Elle, encore bouleversée par l'ovation qui avait suivi sa lecture, n'eut que quelques secondes pour se reprendre avant de voir cet homme imposant, au regard doux et au ton grave, s'approcher. « Grace, je suis le général Whitmore. » Il lui tendit la main. « J'ai entendu des leaders mondiaux parler, des présidents, des survivants. Mais très peu de discours m'ont touché comme le vôtre. Ce que vous avez dit, c'était un miroir tendu à notre pays. » Grace, surprise, bredouilla. « Merci, monsieur. Je voulais juste raconter ce que je ressens. Vous avez fait bien plus que cela. Vous avez créé un espace pour d'autres voix. Et je veux vous aider à l'agrandir. Dites-moi, que puis-je faire pour amplifier votre voix ? » Ils s'assirent, longuement, dans une petite salle derrière la scène. Monica Ellis les rejoignit, émue, les yeux brillants de fierté. Ensemble, ils rêvèrent d'un projet. Pas un simple blog ou un concours. Non. Un véritable programme national. Une plateforme, un tremplin, un refuge. C'est ainsi que naquit, avec l'appui du général Whitmore et le soutien du département de l'éducation et de plusieurs fondations privées, les Voix du silence. Ce programme avait une mission simple, mais puissante, offrir à des jeunes issus de milieux marginalisés, souvent invisibles dans les espaces culturels, la possibilité de s'exprimer à travers l'écriture, le théâtre, la vidéo, les arts oratoires. Grace en devint l'ambassadrice nationale. La première saison du programme reçut plus de 12 000 candidatures. Des jeunes des Appalaches, des quartiers oubliés du Bronx, des réserves amérindiennes, des campagnes pauvres du Midwest. Tous venaient avec leur voix, leurs blessures, leur lumière. Et à chaque session, les paroles de Grace étaient répétées. Tu n'as pas à crier pour exister. Parfois, un murmure bien placé bouleverse plus qu'un discours hurlé. À la télévision, sur les plateaux de débats éducatifs, dans les universités, Grace Carter devenait cette jeune figure de la vérité douce mais inébranlable. Elle n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle était juste, authentique. Et lorsqu'un journaliste lui demanda, un soir, comment tout cela avait commencé, elle sourit et répondit simplement. Tout a commencé quand j'ai compris que mon silence n'était pas neutre. Qu'en parlant, je pouvais devenir un pont. 3 ans plus tard, un matin d'avril au parfum de renouveau, un événement inhabituel rassembla toute la communauté scolaire dans la cour du lycée Jefferson. Les murs de l'établissement, autrefois ternes et figés dans le passé, avaient été repeints. De jeunes élèves accrochaient des rubans bleus et or autour des colonnes de l'entrée. Les professeurs se tenaient alignés, et une grande bâche blanche recouvrait l'enseigne de l'auditorium. Dans l'assemblée, des visages familiers et nouveaux se mêlaient. Mais un changement profond flottait dans l'air, un sentiment de justice, enfin rendu. Au premier rang se tenait Mabel Carter,
désormais en fauteuil roulant, les mains jointes sur une couverture en laine, un sourire discret illuminant son visage ridé. Le proviseur actuel, un homme jeune et engagé, prit la parole. Il y a quelques années, une élève brillante s'est tenue debout ici, dans cette même école, face au silence, face à la moquerie, face à l'indifférence. Mais elle n'a pas reculé. Elle a écrit, parlé, dénoncé. Et aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre ce qu'elle a semé. Il fit un signe, et la bâche tomba, révélant la nouvelle plaque dorée. Auditorium Grace Carter. Là où les voix jadis étouffées deviennent des chants de demain. Les applaudissements fusèrent. Certains anciens élèves, aujourd'hui enseignants, échangèrent des regards pleins de reconnaissance. D'autres, autrefois moqueurs, baissèrent les yeux, conscients que l'histoire avait changé sans eux. Monsieur Donald Pierce, quant à lui, avait pris sa retraite peu après le départ de Grace. Son départ n'avait pas fait de bruit. Mais dans les couloirs, on se rappelait encore le moment où il avait vu le nom de Grace s'afficher dans un article du Washington Post. On dit qu'il avait marmonné. Peut-être que l'émotion fait aussi partie de l'histoire, après tout. Sa remplaçante, Angela Freeman, était une femme noire d'une quarantaine d'années, au regard vif et à la voix ferme. Elle enseignait l'histoire avec une passion contagieuse, mettant en lumière les voix oubliées, les résistances méconnues, les héroïnes invisibles. Chaque trimestre, elle faisait étudier à ses élèves le poème de Grace, « Je suis l'héritière de ceux qu'on a fait taire ». Et chaque fois, elle ajoutait « N'oubliez jamais, votre voix peut changer une salle, ou un pays ». Pendant ce temps, à New York, dans une chambre ensoleillée de Columbia University, Grace Carter, désormais étudiante en lettres et en sociologie, écrivait à la lueur du matin. Son bureau était encombré de livres sur la mémoire, l'identité, l'activisme, mais aussi de carnets usés où s'entassaient des fragments de pensées, de poèmes, de souvenirs. Elle s'arrêta un instant, prit un papier à lettres crème, et écrivit à sa grand-mère. « Chère Mabel, parfois, le silence de certains fait plus de bruit que 1000 cris. Tu m'as appris à ne pas chercher l'approbation, mais la vérité. Ce qu'ils ont essayé d'étouffer en moi, ma sensibilité, ma colère douce, ma manière de poser des mots là où d'autres jettent des pierres, c'est précisément ce qui m'a permis de m'élever. Leur mépris m'a sculpté. Leur ignorance m'a éduqué. Leur rejet m'a propulsé. Et maintenant, je parle. Pour moi. Pour toi. Pour toutes celles qu'on a voulu faire taire. Avec amour. Grace. » Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe, et sortit pour la postère. En marchant dans les rues du campus, elle croisa plusieurs étudiants qui l'abordèrent avec respect. Certains l'avaient vue dans des conférences, d'autres dans les vidéos du programme « Les Voix du silence », devenu un mouvement national dans les lycées américains. Mais Grace restait humble. Elle savait que sa voix n'était que l'écho d'un héritage plus vaste, transmis par des générations de femmes comme Mabel. Ce n'était pas la reconnaissance qu'elle cherchait. C'était la continuité.